Bonjour et bienvenue au podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul où vous m'accompagnez pendant ma petite promenade pieds nus. Et ça c'est pour moi en tout cas. Aujourd'hui c'est la tempête qui se lève. Alors j'ai mis mon gros manteau coupe-vent et on est parti pour une balade autour d'un réflexe absolument génial qui s'appelle réflexe de traction des mains. Alors pour ceux qui écoutent régulièrement cette série de podcasts, dont vous pouvez retrouver plus d'infos à chaque fois sur reflex.org, cette série de podcasts sur les différents schèmes réflexes, vous avez entendu parler déjà du réflexe de traction des mains, parce que je l'ai évoqué lors du réflexe d'agrippement. Et quand je dis réflexe d'agrippement, je veux dire réflexe d'agrippement palmaire. Puisqu'on a dit à l'époque que tout le monde connaît le réflexe d'agrippement, quand on met quelque chose dans la main d'un bébé, eh bien, un doigt, on met notre doigt dans la paume d'un bébé, eh bien, il attrape notre doigt, il s'enroule ses petits doigts autour de notre gros doigt et il s'agrippe, on peut même soulever le bébé. Ça, c'est le réflexe d'agrippement palmaire. Il existe la même chose au niveau du pied, mais on a dit que c'était indissociable d'un autre réflexe qui s'appelle le réflexe de traction des mains. Si au lieu de chercher à soulever le bébé verticalement lorsqu'il m'agrippe avec ses doigts, on imagine que le bébé est allongé et que je tire sa main, donc ses bras, un peu en direction de ses pieds, comme pour l'asseoir. Et bien, ce qui va se passer, c'est ça qui est surprenant, parce que ça se passe dès la première semaine après la naissance. Le bébé va s'asseoir et il va se passer plusieurs choses, en particulier 2 choses concomitamment. Il va tirer sur ses bras, il va fléchir ses coudes. On pourrait imaginer que le bébé laisserait ses bras tendus quand il s'accroche à nos doigts et qu'on tire, on peut imaginer qu'il garde ses bras tendus. Non, quand on va en direction des pieds, il va fléchir ses coudes. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que pour lui, une traction au niveau de la main entraîne une traction au niveau des coudes. Il va fléchir les coudes. Ça, c'est une notion absolument importante. Et la deuxième chose très surprenante, c'est que le bébé va redresser sa tête. C'est-à-dire que, alors évidemment, si vous faites ça une semaine, il va chercher à redresser sa tête. Il ne va pas laisser tomber sa tête en arrière. Pourquoi les pédiatres connaissent bien ce réflexe de traction des mains? Parce que chez les enfants IMC, porteurs de handicap, infirmité motrice cérébrale, on parle aujourd'hui de paralysie cérébrale, eh bien, ils ne tiennent pas la tête justement et ou ils ne tiennent pas les coudes. C'est-à-dire qu'ils vont laisser les bras se tendre, sans tonus, et au niveau de la tête, même chose, la tête tombe en arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le handicap. Et donc, ça veut dire que si on tire comme il faut, avec un agrippement comme il faut, et qu'on tire comme il faut chez un enfant ordinaire, on a flexion des coudes et il va chercher à redresser sa tête. Évidemment, si on fait ça juste après la naissance, on voit bien qu'il a du mal, mais il cherche à fléchir sa nuque. Quelques semaines plus tard, il va y arriver, évidemment, de mieux en mieux. En fait, évidemment, ce qui va se passer dans la vie concrète d'un bébé plus tard, c'est que il ne peut pas se séparer de l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il agrippe, qu'il tient quelque chose dans sa main, il va le tracter pour l'amener à sa médiane. Et en particulier, en vrai, c'est à sa bouche. Il amène tout en bouche pour l'explorer cognitivement, pour avoir du plaisir avec cette chose en bouche, puisque sa zone buccale est extrêmement innervée et reçoit beaucoup d'informations. Donc le bébé veut tout amener en bouche, tout le monde sait ça. Et bien, entre autres, c'est par l'agrippement qu'il fait tenir dans la main et par un réflexe qui est la traction des mains. Ça va être un réflexe, mais qui est majeur, parce qu'il permet 2 choses, si je puis dire, c'est la même chose, mais soit le bébé, dans un premier temps, va amener quelque chose à lui, donc il a quelque chose dans sa main, il l'amène à lui, donc vous imaginez que ça permet de faire en sorte que l'environnement extérieur vient à moi, grâce à ce réflexe, soit un peu plus tard, c'est moi vers le monde. Je m'explique, imaginez un bébé qui est, je sais pas, par terre. Il va attraper les barreaux de son lit. Moi, autrefois, on avait des lits à barreaux. Maintenant, c'est fini. C'est des grilles en tissu
Voilà. Mais un lit à barreaux ou tout simplement, un pied de chaise, le bébé, il va agripper à cette chose-là et il va se redresser. Donc il va amener son corps vers ce que nous, on va faire si on imagine, on fait une traction ou qu'on est par terre et qu'on attrape quelque chose pour se relever, on va se tenir à la chose et on va amener notre corps vers la chose. Donc en fait, ce réflexe va nous aider à explorer notre environnement, soit la plupart du temps à amener cet environnement, des objets vers nous, soit d'amener nous vers des objets en quelque sorte. Donc ça permet l'exploration. Vous voyez, on a dit que tout ce qui est le métachème de mise à la bouche est quelque chose de très important qu'on a étudié en IMP, qu'on a euh, établi ce concept en IMP, que c'est grâce à notre collègue Annick Vinken, qui est belge, qui est logopède, on dit en Belgique, en France on dit orthophoniste et psychomotricienne et formatrice en IMP. Et un jour, elle a eu cette idée de dire, mais le bébé, il utilise différents réflexes, qu'on appelle des schèmes, des patrons, mais parfois, évidemment, sa grande observation en tant que psychomotricienne l'a mis en évidence, mais parfois, le bébé combine différents réflexes entre eux. Des fois, il en combine 2, des fois, il en combine 3, des fois, il en combine 4, 5, des fois 10, comme dans la réputation. Il combine ces différents schèmes pour créer, elle a dit, une sorte de métaschème, où on dit souvent, en biologie, que le tout est plus que la somme des parties. Alors, agrippement, plus ça, plus ça, plus ça, égale schème de mise à la bouche. Alors, j'en ai déjà parlé, mais vu que peut-être vous écoutez ce podcast individuellement parce que vous voulez avoir toutes les informations sur le réflexe de traction des mains, je vais redire qu'est-ce qu'en IMP on a déterminé comme le schème de mise à la bouche. Eh bien, le schème de la mise à la bouche, c'est le métaschème de mise à la bouche, c'est la curiosité. Alors la curiosité, son vrai nom, c'est orientation cognitive de Pavlov. 2, le bébé va tourner la tête pour étendre le bras, c'est le RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou. 3, il se met à toucher l'objet qui est en périphérie et il l'agrippe avec son réflexe d'agrippement palmaire. 4, on a vu traction des mains. 5, simultanément, en fait, quand on appuie dans la paume d'un bébé, ça lui fait ouvrir la bouche. C'est ce qu'on appelle le réflexe paume-bouche de Babkin. Paume-bouche de Babkin. Et 6, succion, déglutition, exploration du truc. Donc on a 6 schèmes qui se combinent pour créer un métaschème, qui est le métaschème de mise à la bouche. Ça, c'est une information majeure. Pourquoi ? Parce que nous, ça peut nous sembler anodin. On dit, tiens, mise à la bouche, l'enfant, il met tout en bouche, l'enfant, il met tout en bouche. Mais c'est exceptionnel dans son développement, parce que c'est sa première sphère cognitive, le développement de cette sphère orale, c'est sa première sphère cognitive. C'est comme ça qu'il va explorer le monde. C'est comme ça qu'il va établir ses connexions. Bien sûr, on pense au fait qu'il va téter, qu'il va avoir plein de plaisir par cette succion, mais c'est également tous les objets qu'il va mettre en bouche et qu'il va explorer ce monde. On rappelle que le bébé, il est beaucoup plus innervé que nous au niveau de la bouche. Il a des papilles gustatives en haut du palais, à l'intérieur des joues, au niveau de la langue, sous la langue. Et donc, on peut dire qu'il a une, entre guillemets, vision tactile buccale tridimensionnelle très développée. Il a beaucoup d'informations sur les objets qu'il met en bouche et beaucoup de plaisir et d'informations tactiles. Au fur et à mesure de son développement, et donc là, il est dans une information sur le monde extérieur la plus proximale possible, c'est-à-dire directement sur sa ligne médiane à l'intérieur de son corps. Mais progressivement, nous allons explorer le monde de plus en plus distalement. On peut explorer le monde à distance. Vous vous rappelez, quand on était petit, notre maman nous disait, puis nous avons répété à nos enfants, quand on rentre dans un magasin de jouets ou dans une boutique ou quoi que ce soit, touche avec les yeux. Parce que les enfants vont toujours toucher avec les mains, ils veulent tout toucher. Et c'est très dur d'arriver à inhiber ça et d'explorer le monde qu'avec le visuel et éventuellement l'auditif. Donc on est toujours là à dire aux petits-enfants, touche avec les yeux. Vous connaissez cette expression ? Ma mère me disait toujours ça. Et on veut toujours toucher. Et c'est très dur dans les musées, même nous en tant qu'adultes, si vous allez dans des musées, il y a ces peintures, ces sculptures, ces choses merveilleuses. On est obligé de mettre des vitres et des gardiens parce que notre réflexe, on voit quelque chose, on veut l'explorer en le touchant de manière proximale. Mais évidemment, à l'école en particulier, à moins que ce soit dans les petites classes où on fait encore de la manipulation, on utilise des cubes, on manipule beaucoup, mais progressivement, on nous apprend à fonctionner de manière de plus en plus distale.
C'est-à-dire que notre première sphère cognitive, qui était la sphère orale, se transfère à la sphère audiovisuelle. L'humain, on dit qu'il prend à peu près 80% des informations au niveau visuel dans ces situations d'apprentissage. Bon, je ne sais pas si ce chiffre vaut quelque chose, mais en grande majorité, c'est visuel. Surtout dans un monde où on est entouré d'écrans, c'est visuel, 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 visuel. Évidemment, on veut du bon son aussi, il y a l'auditif qui va avec. Mais ça, vous savez ça. Pour que cette sphère audiovisuelle distale puisse bien se connecter à notre cerveau, si je puis dire, au niveau de notre curiosité, de notre intérêt, de notre cognition, il faut avoir d'abord mis en place la première sphère cognitive, qui est la sphère orofaciale, si vous voulez. Et donc la coordination main-bouche, un acteur clé de cette coordination main-bouche, véritablement majeur et méconnu, c'est le réflexe de traction des mains. Et c'est essentiel de l'observer. J'ai eu dans mon cabinet de très nombreux enfants chez qui on disait il aime pas l'école, il réussit pas à l'école, on sous-entend il est pas très malin, il est pas curieux, ceci, cela. Et on s'aperçoit que ce réflexe de traction des mains n'est pas bien intégré. Ça veut dire que j'ai du mal à aller chercher l'information, à l'amener à moi. Je ne peux pas incorporer cette information puisque je peux la saisir, le réflexe d'agrippement peut bien fonctionner, mais je ne peux pas l'amener à moi, l'appréhender. Hein, on pense aux racines des mots là, appréhender, amener à moi. Littéralement, c'est ce qui se passe. Je n'arrive pas à appréhender les choses. Et donc ce réflexe de traction des mains est absolument majeur parce que il va pouvoir brancher cette première sphère cognitive. Vous avez entendu le zip de mon manteau. Pourquoi ? Parce que j'ai pris quelques petites notes de choses dont je veux absolument vous parler sur ces sujets-là. Et donc je vais regarder comment on appelle ça. En Belgique, on appelle ça un copion. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, en Belgique, on dit un copion. Et en France, on dit une anti-sèche. Voilà, évidemment, moi j'ai toujours dit anti-sèche, je suis français. Alors, je ne l'ai pas dit, parce que je ne connais pas par cœur, mais il apparaît à 28 semaines en intra-utérin, ce réflexe, c'est-à-dire au 6e mois de grossesse. Donc vous voyez, il arrive quand même bien après l'agrippement. On se rappelle que l'agrippement, il arrive très très tôt. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il faut vérifier, mais en tête comme ça, c'est très très tôt, vers 13e semaine ou quoi que ce soit. Et là, donc là, on est à 28e semaine, à 6 mois. Voilà. Et en fait, ce réflexe, on va bien le voir les 2 premiers mois, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire qu'on va bien le voir les 2 premiers mois, alors que le réflexe d'agrippement, il est là pendant de nombreux mois, mais en fait, on ne pourra le voir séparément du réflexe d'agrippement que pendant les 2 premiers mois. Je m'explique. En fait, c'est ça qui est très intéressant, très important à connaître, et c'est pourquoi on en fait la différence en IMP, et ça, c'est grâce aux travaux, et je ne rendrai jamais assez hommage à cette génie des réflexes qui est Svetlana Mazgutova, qui est d'origine russe. Maintenant, elle vit aux États-Unis depuis une dizaine d'années, je pense. Même un peu plus. Svetlana Mazgutova, c'est elle qui a bien fait la distinction entre ces deux réflexes. Il était connu, hein, j'ai retrouvé ça dans des manuels de pédiatrie, comment tester le réflexe de traction des mains par rapport à la paralysie cérébrale et tout. Mais elle a bien mis en évidence ce qui se passe entre les deux. C'est-à-dire qu'au début, on va pouvoir déclencher le réflexe d'agrippement en mettant le doigt dans la paume du bébé, il agrippe. Si on veut déclencher tout seul le réflexe de traction des mains, c'est possible, mais que pendant les 2 premiers mois. C'est ça que je voulais dire. Et comment ça se passe ? Eh bien, au lieu de mettre notre doigt dans la paume des mains, on va encercler, en quelque sorte, on met, notre index ou index plus majeur autour des poignets du bébé. Et juste en tenant les poignets du bébé et en tirant le bébé vers nous, on va déclencher ce réflexe de traction des mains au niveau de flexion des coudes et au niveau de redressement de la tête, avec les poignets tout seuls. Et donc, pendant 2 mois, on peut différencier neurologiquement l'agrippement palmaire du réflexe de traction des mains. Ensuite, on ne peut plus. Les deux fonctionnent ensemble. Toujours, le bébé a fait suffisamment d'expérimentation, de préhension, pour ne plus séparer les deux, et ce sera toujours associé. Et on le comprend, parce qu'il n'y a pas de moment dans la vie où le bébé il va se tracter à partir des poignets. Mais c'est intéressant pour nous parce que plus tard, même si la personne est adulte, on va pouvoir différencier et faire 2 observations distinctes du traction des mains par rapport à l'agrippement palmaire. Et parfois, on se rend compte que ça va être plus intéressant de travailler sur l'un plutôt que sur l'autre.
Vous comprenez bien qu'il y en a un, c'est un réflexe au niveau des doigts, et l'autre, c'est un réflexe de traction qui est plutôt au niveau du bras, en fin de compte. Ce serait plutôt l'appeler traction des bras plutôt que des mains. Voilà. Je regarde encore mes anti-sèches. Ce qu'on a observé, évidemment, c'est, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est tout ce qui est l'aspect cognitif. C'est ça qui surprend les gens. Si petit, j'ai pas pu intégrer ce réflexe de traction des mains. Comme je l'ai dit, dans mon cabinet plus tard, on peut se rendre compte que des enfants ont des difficultés cognitives, des difficultés d'apprentissage, parce qu'ils ont du mal à appréhender les choses. Mais parfois, on va même retrouver ça peut surprendre, mais des choses comme de l'hyperactivité, des choses comme ça, quoi, associées à ce réflexe de traction des mains. Et l'enfant a du mal à contrôler ses bras, il les gigote, etc. Parce que souvent, il n'a pas fait le lien entre ce traction des mains et l'agrippement. Et normalement, l'agrippement est censé venir stabiliser, apaiser le traction des mains et vice-versa. Et donc, on trouve souvent ce doublon, quelque chose qui fonctionne pas en accord avec l'autre, quoi. Parce que ça va être aussi, évidemment, la capacité à lancer des objets. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Vous pensez que ce réflexe de traction des mains, c'est d'amener à la médiane, d'amener à la bouche. En fait, c'est quand on mange, on utilise de traction des mains. Mais, évidemment, quand il est bien intégré, je peux faire l'inverse, je peux faire le mouvement opposé. Ça, c'est une notion essentielle qu'on a en IMP, c'est cette notion agoniste-antagoniste. Si ce réflexe n'est pas intégré, je ne peux faire que dans le sens du réflexe, et je n'ai pas accès au mouvement opposé. Si le réflexe est intégré, ça veut dire que j'ai le choix de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser, et donc de faire le schème contraire, le mouvement contraire. Or, très souvent, quand ce réflexe n'est pas intégré, je vais avoir du mal au schème contraire. C'est quoi le schème contraire d'amener à la bouche? C'est d'éloigner de la bouche. Mais concrètement, ça veut dire, concernant les enfants et le développement, ça veut dire lancer. Ça veut dire être à l'aise pour lancer une balle, lancer un objet. Donc on va retrouver des enfants avec le traction des mains non équilibré, et bien avec du mal de tous les sports où il faut lancer des objets, ou même transférer un objet d'une main à l'autre. Et donc ça peut être aussi du mal avec les sports de raquettes ou des choses toutes bêtes. Développement des mouvements précis de la main et des doigts, donc l'écriture, le dessin, pourquoi pas même avoir du mal à manipuler des petits objets comme pour faire des puzzles, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est très important, mais aussi, dans le développement du bébé, je vous ai dit, c'est ce qui va permettre au bébé de se passer de la position couchée à la position assise en se tenant à quelque chose et en utilisant un peu ses bras comme contrepoids. Imaginez que vous êtes couché sur le dos. Imaginez bien, parce qu'on le vit toujours, ça. On est couché sur le dos, vous savez, un peu version abdos, et on vous demande, alors le faites pas si vous avez des problèmes de dos et tout, mais de vous asseoir sans vous tenir à quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez un peu lancer vos bras en avant vers vos pieds pour faire un contrepoids et vous asseoir. Les bébés, ils font ça tout le temps avec une grande aisance. Et bien sûr, ça va solliciter les abdos, mais on utilise là le poids des avant-bras et des bras en entier d'ailleurs pour faire contrepoids et pouvoir s'asseoir comme si on tractait avec nos bras quelque chose d'imaginaire dans l'air. On fait ça, comme si on voulait faire des abdos. Les enfants, il y a du très fort vent, là je marche face au vent, j'espère que ça ne gênera pas trop au niveau du micro, vraiment un vent très très fort, c'est la tempête qui se lève, je suis bien dans mon manteau, mais j'espère que ça ira avec le micro. Donc, souvent, ça va faire en sorte que les bébés vont peu s'asseoir ou pas s'asseoir, donc peu explorer la position assise, et que plus tard, on va les tenir par les mains pour les mettre debout. C'est pas une chose qu'on est censé faire, au contraire, c'est pas une bonne chose, mais on va se rendre compte que ces enfants, ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'asseoir et éventuellement à se mettre debout, donc la plupart des parents vont les aider, et du coup, l'enfant va se mettre à marcher, mais sans la capacité lui-même à s'être mis assis puis debout. Alors tant pis, il va continuer son développement, mais il y a tout un espace cognitif, tout un espace postural, tout un tas de réactions qu'il n'a pas pu mettre en place. Alors évidemment, on nous dit bien qu'il ne faut pas pousser les enfants à se tenir debout, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il ne faut pas tenir les enfants par les mains à tout prix, tout le temps, à les faire marcher debout en les tenant, ni à les faire asseoir en les tenant. Donc nous, ce qu'on va dire, si un enfant effectivement a passé un certain âge, ne s'assoit pas de lui-même
ne se met pas debout de lui-même. Nous, ce qu'on va regarder, c'est tout un tas de schèmes. Pourquoi il ne le fait pas? À quoi il n'a pas accès? Donc plutôt que de dire aux parents, vous allez l'aider en le mettant debout, en le tenant par les mains, on va aller renforcer les schèmes qui sont pas intégrés. Là, évidemment, le réflexe de traction des mains, et en général, 3-4 jours après, on montre des petites stimulations qu'on fait dans le cabinet, puis ensuite que les parents vont réitérer pendant 3-4 jours, l'enfant va le faire de lui-même. Donc vous voyez, c'est ça notre préconisation, c'est toujours de rendre l'enfant plus autonome, et de toute façon, quoi qu'on fasse dans nos cabinets, c'est toujours cette philosophie qu'on a. On ne va pas donner des solutions aux gens, on ne va pas donner des trucs ou des conseils, c'est pas du tout ce qu'on fait en IMP. On va permettre à la personne d'accéder plus à ses capacités pour qu'elle puisse s'autonomiser et faire d'elle-même. Nous ne faisons pas à la personne, nous enseignons à la personne comment elle peut faire par elle-même. C'est d'ailleurs, puisqu'on parle de bébé ici, quelque chose, je vous ai dit, on montre des stimulations qu'on va faire aux parents. Nous, dans nos cabinets, en IMP, nous ne faisons pas les, comment on pourrait appeler ça, les techniques d'IMP, les exercices d'IMP aux bébés, sur les bébés. On ne touche pas les bébés. Non pas parce que ce serait interdit et que ce serait mal de toucher les bébés, nous on adorerait toucher les bébés, mais parce que, et c'est très important dans notre philosophie en IMP, nous voulons que ce soit les parents qui se sentent en confiance pour s'occuper de leurs enfants, et non pas un expert, un spécialiste qui arrive de l'extérieur, qui dit « voilà, je vais vous réparer votre bébé, tenez, rentrez chez vous, et voilà ». Non. Alors la première raison, c'est ça, on veut que les parents se sentent experts de leur bébé, et pas nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous dans nos cabinets? Mais on a une poupée, on a une grosse poupée, un bambin poupée, et puis un baigneur, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui sont taille réelle bébé. Et puis, on demande aux parents, à la maman la plupart du temps, mais ça marche aussi avec un papa ou une grand-mère ou n'importe qui, de faire ce que nous faisons sur le bambin à leur bébé. C'est eux-mêmes qui vont faire les stimulations. Et première chose, parce que pour montrer que c'est pas moi l'expert, c'est eux, c'est leur bébé, et c'est eux qui vont apprendre à faire leur bébé. Mais la deuxième excellente raison, c'est parce qu'ils pourront réitérer ça à la maison pendant autant de jours que ce sera nécessaire. Donc ça, c'est hyper important que les gens soient en confiance, qu'on leur apprenne des choses pour s'autonomiser. Donc, si on s'aperçoit qu'un enfant ne s'assoit pas ou ne se met pas debout parce qu'il y a un peu un manque de développement au niveau du réflexe de traction des mains, on va montrer ces différentes petites stimulations aux parents qu'on va leur enseigner pendant la séance d'IMP et qu'ils vont être capables ensuite de refaire à la maison jusqu'à temps que le bébé en ait plus besoin et puisse s'autonomiser de lui-même. Donc ça, c'est très important. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que au début, le bébé, l'espace de la bouche, parce que là, on parle de vraiment ce réflexe de traction des mains, c'est d'abord mettre en bouche. Au début, l'enfant, il met en bouche, c'est une histoire de survie, c'est pour téter, c'est une question de survie. Et puis plus tard, cet espace survie, je l'ai dit, mais je voulais le redire avec le mot survie que j'ai pas dit, ça devient un espace cognitif. Voilà. On passe de la survie à la cognition. Et ça, c'est majeur. Pourquoi je le redis maintenant? Parce que dans certains cas, si j'ai pas bien établi ce passage, eh bien la bouche devient une zone avec du stress, avec encore du mode survie. Je vais donner des exemples. Je peux me retrouver avec des enfants qui, du coup, sont en état de stress et ils vont devoir toujours activer cette sphère buccale. Ça peut être par mâchouiller toujours des trucs, manger ses stylos, ronger ses ongles. Ça peut être malheureusement boulotter tout le temps, manger, et ça on le retrouve chez les adultes. Et certains prétendent même qu'on va retrouver beaucoup chez les fumeurs, par exemple. Ils amènent toujours à la bouche pour obtenir du plaisir, aussi au niveau buccal, et que on peut retrouver un réflexe de traction des mains qui est là. Je ne suis pas en train de dire que vous faites le traction des mains et tous les fumeurs arrêtent de fumer du jour au lendemain, ce serait merveilleux, hein. Si c'était ça, on gagnerait beaucoup d'argent. mais on le retrouve souvent chez des fumeurs ou des gens qui peuvent peut-être manger trop, sous stress, etc. On a tous tendance à faire ça, parce que ça redonne du plaisir au niveau de la sphère buccale. Mais quand c'est déséquilibré, on a tendance à trop le faire. On a du mal à le réguler. Et donc souvent, on trouve une amélioration, dans certains cas, à travailler sur cette traction des mains. Évidemment, on ira voir les réflexes du visage, on ira voir la succion, on ira voir la déglutition, toutes ces choses-là, c'est évident. Mais avant de pouvoir travailler la déglutition, etc., il faut travailler sur qu'est-ce qui amène en bouche, donc sur cette coordination. Ça va sans dire que plus l'enfant va
avoir un réflexe de traction des mains fonctionnel, plus il va activer son tonus au niveau des bras, des avant-bras. Donc ça va muscler le haut de son corps. Et c'est très important parce que au bout de quelques mois, il va se retourner, si je puis dire, c'est-à-dire se mettre à quatre pattes, pour se mettre à quatre pattes, où là, ses bras doivent être musclés. On se rend peut-être pas compte, mais quand l'enfant fait du quatre pattes, il se muscle, il doit avoir les bras, les épaules sacrément musclés, gainés, les coudes, les avant-bras, les poignets, les doigts, c'est un travail intense. Et donc, si vous ne me croyez pas, prenez un chrono, mettez-vous à quatre pattes et marchez à quatre pattes pendant 60 secondes, 1 minute, vous allez voir. Et les bébés, ils font pas 1 minute de quatre pattes par jour. Il faut plus d'1 heure ou 2 de quatre pattes par jour. Ils crapahutent dans tous les sens à quatre pattes. C'est un travail de musculation gigantissime. Reportez-vous à l'épisode de podcast que j'ai fait sur les resets de Tim Anderson Original Strengths et au reset du quatre pattes, où j'explique bien tout ça, le reset du quatre pattes et du balancement. Ben, pour que ces bras, avant-bras, poignets soient suffisamment musclés d'une certaine manière, il faut déjà qu'il ait engagé ça. Et quand le bébé va s'asseoir avec son traction des mains, il va engager ses bras avec son centre, avec ses abdos, avec du gainage. Je ne peux pas le faire si je ne suis pas gainé. Donc ça va être absolument majeur. Donc voilà un petit peu des fonctions. Ça permet d'amener les choses à moi, d'explorer les détails, de regarder les petits trucs. Parce que plus tard, ce traction des mains, évidemment, ce ne sera pas pour mettre en bouche, mais ce sera pour regarder les choses. J'amène les objets vers mon visage pour en regarder et en explorer les détails. Alors, Mazgutova, elle a dit que parfois, des gens qui ont des tendinites, à ce niveau-là des bras, ça peut être lié à une traction des bras, des enfants qui ont peut-être du retard de développement, ça peut être à ça, lié à ça aussi, parce qu'ils ne sont pas assez amenés à la ligne médiane et donc à la sphère orale, et que du coup, plus tard, ils ont du mal. Voilà, ça peut être des choses comme ça qu'on trouve. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces notions-là. Bon, de toute façon, en IMP, vous savez, quand on dit machin, hyperactivité, machin, on trouve ça des fois, gna gna gna, là je viens de dire les fumeurs et tout. Nous, en IMP, on entend ça, on le sait, mais on n'en tient pas compte dans la réalité, parce que d'une personne à l'autre, les choses sont très différentes. Donc ce qui compte, c'est toujours quel est l'objectif de la personne, pourquoi elle vient nous voir, et puis on regarde ce qui se trouve sous nos yeux. Alors oui, statistiquement, on sait que voilà, quand il y a des difficultés d'apprentissage, il y a des RTAC à l'appel, des RTSC à l'appel. Quand c'est des choses liées à l'écriture, il y a des agrippements à l'appel. Mais pour telle ou telle personne, ça peut être très différent. Encore une fois, les statistiques, c'est des statistiques. Ça diffère d'une personne à l'autre. Et puis, vous savez, quand quelqu'un vient nous voir, c'est pas juste un seul réflexe. Il a comment on pourrait appeler ça, un profil de réflexe associé à ses objectifs. Et donc, c'est dans ce profil réflexe qui est particulier, individuel à chacun, qu'on va mettre en place si je puis dire, une stratégie. Je dis si je puis dire et ça me fait rigoler parce que la stratégie, ce sera de demander à la personne, tiens, on a vu ça, ça et ça. En IMP, c'est comme ça qu'on travaille. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire pour vous? Par quoi on commence? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous parle le plus dans tout ce qu'on a vu? Et c'est la personne qui décide. Donc vous voyez, la stratégie est facile. Des fois, on parle de stratégie thérapeutique. Je sais pas, qu'on doit faire un traitement de je sais pas quoi, kiné, orthodontie, rééducation, psychomotricité, et c'est logique, il y a des étapes à acquérir. Mais en IMP, on ne travaille pas comme ça, pour la bonne et simple raison que déjà, on n'est pas thérapeute à la base. Donc, vous imaginez bien que le bébé, la manière dont tu utilises cette traction des mains, ça va fonctionner phase par phase. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, à la naissance, les muscles du cou, ils sont encore très faibles. Et puis progressivement, il va coordonner ses réflexes du cou avec les réflexes du bras, les réflexes de la main. Voilà, il va y avoir des avant-bras, tout un tas de phases dans lesquelles les choses vont se mettre en place. Et donc c'est intéressant de regarder, quand nous on travaille avec des bébés, comment les choses se mettent en place progressivement. Je trouve ça fascinant, moi, de regarder ces différentes phases. Et c'est intéressant de voir, et c'est évidemment le boulot, normalement, des pédiatres, des psychomotriciennes et de tout un tas de professions, de regarder l'évolution de tout ça, la musculature du cou, la coordination du centre du corps avec la périphérie, etc. Donc vous imaginez bien qu'il y a une énorme différence entre un bébé qui vient de naître, et puis un bébé qui a 2 mois, et un bébé qui a 4 mois, et puis
Au fur et à mesure, les différents réflexes se combinent les uns avec les autres. Et puis au fur et à mesure, les différents réflexes archaïques laissent place aux réflexes de vie. Donc ça va être intéressant de voir si l'enfant il passe bien par toutes ces étapes et où il en est au niveau du développement, du redressement de la tête, de traction des mains, de l'agrippement et puis du pied, comment tout ça se combine. Donc c'est absolument passionnant de voir toutes ces phases de voir toutes ces phases. Alors, comme toujours, le réflexe agoniste et antagoniste. Voilà, comment tout ça se combine dans la réalité du terrain et dans le développement de l'enfant. Première chose, évidemment, le réflexe le plus synergiste à l'agrippement, c'est l'agrippement, le réflexe le plus synergiste à traction des mains, c'est le réflexe d'agrippement palmaire, évidemment. Et le RTAC, je vous l'ai dit, puisque il faut que l'enfant il peut attraper un objet que sur sa périphérie, donc il se tourne sur le côté. Alors c'est un peu différent parce que des fois on a ces, je sais pas comment on appelle ça, j'allais dire ces pendentifs, ces trucs qu'on met au-dessus du bébé avec ce portant ou je sais pas quoi là, de jeu qu'on met au-dessus du bébé. Il y a plein d'objets qui regardent, qui sont au-dessus de lui. Alors je sais que c'est assez controversé par certains spécialistes. Est-ce que c'est logique que les choses arrivent droit devant lui, alors que logiquement ça devrait être latéralement pour pousser le bébé à se retourner? J'ai pas d'avis, il faudrait que je consulte des psychomotes et des experts du développement de l'enfance sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, ces portiques qui sont mis au-dessus des bébés pour qu'ils s'amusent toute la journée, c'est sur sa ligne médiane et pas latéralement. Est-ce que ça a un impact dans le développement de l'enfant? Est-ce que les psychomotes ont quelque chose à dire dessus? On sait qu'ils sont unanimes pour dire que c'est très mauvais de mettre les enfants dans des sièges, dans des coques, dans des transats, etc. Mais j'avoue que je ne sais pas pour les portiques au-dessus des bébés. On pourrait se poser la question. Voilà. Mais donc, pour nous, c'est important. C'est associé au RTAC, réflexe asymétrique du cou, qui va permettre d'ouvrir le bébé d'un côté et d'aller utiliser son agrippement et son traction des mains. En revanche, évidemment, il y a un certain nombre de réflexes qui vont empêcher le bébé d'aller vers le côté. Et je vais citer le Moro tout de suite. Mais alors, c'est ça qui est fascinant. C'est que le Moro, si vous vous rappelez, il a deux phases. Une phase d'ouverture, où le bébé, il a peur et il s'ouvre vers l'extérieur, il veut aller chercher quelque chose à agripper, il ouvre les mains pour attraper quelque chose. Et ensuite, il y a le réflexe de fermeture, où le bébé se ramène vers son centre. Quand le bébé active le Moro en ouverture, eh bien, on pourrait dire que c'est synergiste au réflexe de traction des mains, dans le sens où il cherche à aller s'agripper à quelque chose. Alors que quand il est dans la phase de fermeture, il ne peut plus agripper, en quelque sorte. Et donc on pourrait dire qu'à ce moment-là, le Moro 2 est antagoniste. Et c'est logique, si le bébé il est dans les bras, il ne peut pas aller chercher quelque chose pour tracter, puisqu'il a déjà les bras remplis. Il a déjà un gros câlin. Donc il ne va pas aller chercher ailleurs. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses. Le Moro, dans sa première phase, va dans le sens de je cherche à agripper pour aller me tracter, puisque le but du Moro, c'est d'aller chercher la sécurité, le trouver avec l'agrippement de la main, et ensuite de me tracter pour me récupérer parce que je tombe. Donc c'est typiquement, on laisse passer les voitures, c'est typiquement la maman singe, son bébé il bouge un peu et il va vite se ragripper au corps de sa mère. Et nos bébés font ça. Ils vont se ragripper à notre corps quand ils sentent qu'ils sont un petit peu lâchés. Ça, c'est une notion importante de comprendre que tout ça, c'est synergiste. Mais quand le bébé a ses bras bien serrés autour du corps de son porteur, de sa mère ou quoi, il va évidemment pas lâcher pour faire de la traction des mains, puisqu'il est en embrassade. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont intéressants. Je vais m'éloigner de la route maintenant, qui sont intéressants d'un point de vue intellectuel. La réalité du terrain, nous, de toute façon, comme je l'ai indiqué il y a un instant, nous, en IMP, on regarde toujours le profil global réflexe, c'est-à-dire on va jamais, au grand jamais, je serais scandalisé, aller regarder qu'un réflexe. Admettons, quelqu'un me dit je viens vous voir parce que j'ai du mal à écrire. Je vais pas dire réflexe d'agrippement, c'est parti, réflexe d'agrippement. Ça, ce serait trahir toutes les valeurs de l'IMP et tous les bons sens associés à ce qu'on connaît sur le réflexe. Quelqu'un me dit il a du mal à écrire, je vais faire comme avec tout le monde, je vais regarder son étoile à 6 branches, je vais regarder une dizaine, en général, lors d'une première séance, on regarde une dizaine, quinzaine de réflexes.
Alors, ça nous prend 10-15 minutes de faire ces différentes observations et je ne vais agir qu'en fonction de ce que je vois. Il y a peut-être l'agrippement, il n'y a peut-être pas l'agrippement. S'il y a l'agrippement, j'explique à la personne quel est le rôle de l'agrippement, mais je lui explique aussi quel est le rôle des autres réflexes que j'ai vus. Et je vais lui demander qu'est-ce qui vous parle le plus. Alors vous allez me dire, s'il y en a 10, je ne peux pas expliquer les 10 aux gens. Oui, évidemment. C'est pourquoi soit nous, on fait un petit tri qui semble logique et c'est là où notre savoir, nos connaissances sont là. Je lui dis, bah tiens, on a vu ça, est-ce que ça vous parle? Il me dit oui, on s'arrête là tout de suite. Il me dit non, on passe à autre chose. Le deuxième, le troisième, tout d'un coup au quatrième. En général, dès le deuxième, c'est bon, hein, mais le troisième ou le quatrième dit, ah non, non, c'est plutôt ça, c'est ça qui me parle, bah on fait ça. Et si je suis en train de faire des observations réflexes avec quelqu'un et que je vois qu'il commence à y avoir pas mal de choses, au bout de 3 ou 4 choses, je m'arrête. Et si déjà ça parle à la personne, cette première chose que je vois, mais je m'en occupe tout de suite. De toute façon, ça aura un effet global sur la personne. Les réflexes sont tous en interaction les uns avec les autres. Vous avez compris qu'à chaque fois, entre les réflexes agonistes et antagonistes, on a au moins 8 réflexes à chaque fois. Donc quand j'en travaille un, au minimum, j'en travaille 7 autres. Au minimum. Sans même parler des réflexes de vie derrière, etc. Donc, on a peu de chances de se tromper et on sait toujours que ça aura un effet. Parce que de toute façon, à partir du moment où un réflexe n'est pas intégré et qu'on l'intègre, ça aura forcément un effet. Et vous comprenez? Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter de tout ça. Et nous, surtout, on va surtout pas travailler dans du symptomatique. Ce serait une catastrophe. Ça marche jamais bien, de toute façon. On va toujours travailler sur les compétences globales qui vont aider la personne. Parce que traction des mains peut... il faut comprendre que le réflexe de traction des mains peut ne pas être intégré à cause de l'agrippement, à cause de mon étoile à 6 branches, parce que je ne suis pas connecté au centre, à cause d'autres choses. Donc, il sera sans doute peut-être plus intéressant, non pas de travailler le traction des mains, mais peut-être l'agrippement palmaire, mais peut-être le réflexe de l'étoile à 6 branches. Donc c'est toujours cette vision globale qu'il faut avoir. C'est pour ça qu'il y a plein de stages en IMP. C'est pour ça qu'on apprend à avoir toutes ces interactions et que c'est absolument passionnant. Et que chaque personne qui vient nous voir, c'est différent. Et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais qu'est-ce que tu fais si un enfant est dyslexique? Qu'est-ce que tu fais si une personne a la phobie de je sais pas quoi? Qu'est-ce que tu fais quand... » Mais des fois, j'ai entendu des gens qui me disent « Si la personne a un cancer, il y a des trucs ahurissants. » Mais en fait, je fais rien de spécial puisque moi, mon but, c'est juste d'aider les gens à atteindre des objectifs en regardant est-ce qu'ils ont accès à tout leur potentiel d'un point de vue moteur. Pas un thérapeute, d'un point de vue moteur. On est plus proche d'un prof de yoga qui met du bien-être, qui remet de la coordination. Et voilà, et on sait que ça va être bien pour la personne. Donc, quand on va faire du yoga, si vous allez à un cours de yoga, je sais qu'il y a plein de styles en yoga, où c'est très rigide, où il faut tenir des positions pendant un quart d'heure, ou je sais pas quoi, et ben il y a des gens qui adorent ça et qui vont s'inscrire à ce cours de yoga-là. Et il y en a une méthode de yoga que je connais où on change de position toutes les 30 secondes, c'est sans arrêt, c'est des enchaînements. Et il y en a pour qui c'est ça qui va correspondre. Et bien vous allez choisir la méthode. Il y en a qui vont préférer le Pilates, il y en a qui vont préférer la Zumba, il y en a qui vont préférer je sais pas quoi. Vous allez utiliser l'approche qui vous convient le mieux. En début d'année à la MJC, on essaye plusieurs trucs. Et puis on prend le truc qui nous parle. Si ça nous fait pas du bien, si on sent que c'est désagréable pour nous, on arrête. Il n'y a pas le prof de yoga qui va nous dire si, vous aimez pas ça, mais c'est ce qu'il vous faut. Ça marche pas comme ça. Bah, l'IMP, c'est exactement la même chose. C'est comme quand on travaille avec un bébé. Avec un bébé, on ne va pas forcer un bébé, quand on est parent ou thérapeute ou quoi, à faire des choses qu'il n'aime pas faire. On ne peut pas forcer un bébé à manger un truc qu'il ne veut pas manger. On ne peut pas forcer un bébé à faire des mouvements. On va toujours faire des choses qui sont agréables pour lui et qu'il va faire spontanément. C'est toute notre philosophie en IMP. Voilà, j'en profite pour parler de la philosophie de l'IMP avec ce réflexe. Donc en résumé, parce que j'ai terminé, ce réflexe, il émerge vers 6 mois et demi de vie intra-utérine. On le voit dès la naissance et on peut le voir séparément, individuel, jusqu'à 2 mois et demi. Ensuite, on ne peut plus le voir séparé du réflexe d'agrippement palmaire. Ils se sont mélangés l'un à l'autre. Et voilà, et ce réflexe, il va s'intégrer dans la vie de tous les jours, dans les compétences manuelles, dans les mouvements intentionnels, dans la mise en place de la posture, dans la cognition, et donc c'est absolument passionnant. Moi, j'adore le traction des mains. Alors, qu'est-ce que nous dit le traction des mains? Il nous dit qu'avec nos mains, avec nos bras, avec notre capacité à amener les choses à nous, eh bien, on peut explorer le monde. Et donc, dans la vie de tous les jours, je pense à des activités comme les écrans. Elle va dire, les écrans, c'est la bête noire. Mais même les livres, mais même des choses. Si on fait toujours les choses à la même distance visuelle,
C'est un problème, je m'explique. On parle de 2 distances, mais vous allez voir que c'est bien plus vaste que ça. Tout ce qui est bras fléchis ou à distance de bras, tout ce qui est qu'on tient dans nos mains et qu'on travaille à distance de bras, donc la lecture ou utiliser un écran, c'est ce qu'on appelle du proximal. Tout ce qui est au-delà de la longueur du bras, c'est ce qu'on appelle du distal. Et il se trouve que nos corps sont essentiellement faits pour du distal, mais qu'on peut s'adapter à du proximal. Par exemple, au niveau visuel, on va converger pour faire du proximal. Mais ça, c'est une adaptation. C'est pas nos yeux, quand ils font de la convergence, ils travaillent, ils font un effort. Alors que quand nos yeux regardent plus loin que la distance du bras, ils sont en état de position naturelle de repos, de détente. Autrement dit, nos corps sont faits pour vivre dehors. C'est des millions d'années d'évolution où on a vécu dehors et on a vécu dedans que depuis l'invention de l'agriculture. Donc l'invention de l'agriculture, c'était hier. C'était 8000 ans chez nous à peu près. En France, à peu près 6000, 8000 ans. Et encore, des découvertes récentes ont montré que il y avait encore très peu d'agriculteurs à l'époque et encore beaucoup de chasseurs-cueilleurs, et ce n'est que progressivement et beaucoup plus récemment qu'on pensait que ça s'est généralisé, le ratio agriculteur-chasseur-cueilleur. Et donc, si vous ramenez, allez, on va être sympa, 5000 ans à 300 000 ans aux dernières nouvelles qui existent Homo sapiens, et je ne parle même pas de Homo tout court, là on parlerait en millions d'années, vous comprenez que le pourcentage de temps où on est à l'intérieur, et encore les agriculteurs, nos parents, arrière-grands-parents et tout, ils passaient la plupart du temps dehors à faire l'agriculture, bien entendu. C'était que à partir du XXe siècle que c'est généralisé le fait que le travail tertiaire, quaternaire, etc., et qu'on travaille à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur. Donc ça fait, c'est 0,000 quoi, 1% du temps de l'évolution humaine, c'est-à-dire que notre système visuel, auditif, notre coordination oculomotrice, etc., c'est fait, c'est adapté pendant des millions d'années pour cette vie à l'extérieur. Et donc nous, on doit aujourd'hui surcompenser, surtravailler pour arriver à faire du proximal. On peut, mais ça doit pas être, ça ne devrait, en tout cas, c'est pas que ça devrait ou devrait pas, c'est pas que je veux dire il faut pas, mais en tout état de cause, notre système visuel, notre main, notre coordination oculomotrice, parce que c'est de ça dont on parle. Chez le bébé, le traction des mains, c'est la coordination j'allais dire oculobuccale, non pas oculobuccale, pardon, main-bouche, mais ça se transforme ensuite en mains-yeux, ou plutôt yeux-mains, parce que c'est les yeux qui vont guider la main. Donc, c'est essentiel ça, c'est tout récent. Donc pourquoi je parle de ça? C'est que évidemment, aujourd'hui, on a la civilisation qu'on a, on peut le louer ou le regretter. Les partisans du disent ça n'a jamais été aussi bien que cette civilisation, et d'autres qui disent ça n'a jamais été aussi pire que cette civilisation, peu importe. Et puis la plupart des gens entre les deux, j'en sais rien. Mais en tout état de cause, les gens qu'on voit aujourd'hui dans nos cabinets sont dans cette civilisation, qu'ils l'aient choisi ou pas, c'est comme ça. Même si on a des gènes préhistoriques, on est né dans un monde industriel, comment appeler ça comme vous voulez, moderne, bref. Donc, il faut trouver un équilibre, c'est ça qui est important. Donc l'équilibre, par rapport à ce réflexe de traction des mains, tout comme le réflexe d'agrippement, c'est tout ce qui va être, justement, je l'ai dit tout à l'heure, la manipulation, le fait de lancer, le fait de faire du sport, le fait de grimper aux arbres, le fait de faire de la pâtisserie, de la cueillette, le fait de... Voilà, donc toutes les activités en général où on va être dehors, où on va utiliser nos deux mains, ça va beaucoup contribuer à l'intégration de tous les réflexes, mais en particulier de ces réflexes-là. Les enfants, ils vont adorer se suspendre à des barres, faire des échelles horizontales, grimper à des trucs. Ça va être bon. Donc le plus on peut avoir des opportunités de faire ça dans la vie de tous les jours, le mieux ça va être. Et donc, l'idée, c'est d'aménager dans les écoles, il y a des salles de psychomotricité, donc des temps où les enfants peuvent y aller. À la maison, il y a des choses qui peuvent être faites dans l'environnement. Ça coûte pas cher, et je connais plein de gens qui le font, d'acheter dans les magasins de sport, comment ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, les petits blocs et les petits trucs pour faire de l'escalade, où on agrippe les mains et les pieds, que vous connaissez dans les salles d'escalade, qui sont censés plus ou moins mimétiser les rochers. Et donc, c'est pas très difficile, ça se met avec des vis dans le mur, donc dans les chambres d'enfants ou dans des murs, d'en mettre plusieurs, alors à l'horizontale, parce qu'on peut pas aller très haut dans nos maisons, évidemment, 2,20 m ou je sais pas quoi, 2,40 m de plafond, 2,50 m, je sais pas combien ça fait, bref.
de les mettre horizontalement pour que les enfants ou nous-mêmes, nous pouvions nous promener en s'agrippant au mur. Non, c'est pas une blague, je suis sérieux. Ça coûte pas cher de mettre un espalier à la maison, une centaine d'euros, pour grimper à l'espalier, y accrocher des cordes, y accrocher des anneaux. Je vous assure que nous, on a ça à la maison, ça fait le bonheur de tous les enfants et des adultes qui viennent. C'est génial. Et puis évidemment, d'éviter un certain nombre de mobiliers, et puis surtout d'aller dehors, faire des promenades en famille, et de laisser les enfants grimper aux arbres, etc. Tout ce qui va être manipulation va être génial aussi, fabriquer des trucs. Et c'est ce qu'on fait avec les bébés spontanément, on le sait, on leur met des cubes qu'ils doivent mettre dans des trucs, ils ont besoin de manipuler. Mais c'est plus qu'on croit et c'est plus longtemps qu'on croit dans le développement de l'enfant. Le danger, c'est toujours de mettre un écran qui fait que c'est tellement facile et ça absorbe tellement notre cerveau, les écrans, qu'on va arrêter de faire toutes les autres activités. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le réflexe de traction des mains. C'est un réflexe majeur, c'est un réflexe que nous, on observe toujours, qu'on observe toujours en lien avec le réflexe d'agrippement palmaire, qu'on observe toujours en lien avec le réflexe de Moro. Vous vous rappelez, il y a un instant, j'ai expliqué que ça pouvait être agoniste ou antagoniste au Moro. Le Moro étant un réflexe majeur dans tout ce qui est gestion du stress, ça va être majeur de pouvoir faire le lien avec cette capacité à me tracter et à aller vers les choses. Donc en situation de stress, mon réflexe de traction des mains me permet d'une certaine manière, c'est tout à fait psychologique, d'aller vers les choses ou d'amener les choses à moi, donc de pouvoir me satisfaire par rapport au stress. Alors on a vu quand c'est en état de déséquilibre, je vais avoir tendance à me ronger les ongles ou à bouffer des trucs, mais quand c'est équilibré, je vais aller faire du sport, je vais aller jouer, je vais aller bouger et je vais gérer mon stress comme ça. Je vais aller faire des câlins et c'est comme ça que je vais gérer mon stress. Donc ça va être très important, y compris chez des adultes qui viennent nous voir parce que ils sont stressés, etc., de vérifier que ce réflexe est bien intégré pour que justement ce stress, les stratégies qu'on met en place pour résoudre le stress ne se retournent pas contre nous, grignoter, se ronger les ongles, mais soient des stratégies efficaces. Faire du sport, faire des activités artistiques, bien entendu, ça va aider. Donc voilà, j'espère que ce réflexe vous a intéressé. Je pense que c'est un réflexe méconnu, réflexe de traction des mains, mais très important, et en particulier en IMP, on a pu en souligner son importance, parce qu'il fait partie de cette notion de métachème, de mise à la bouche, donc un réflexe majeur dans ce qui est la cognition, les capacités d'apprentissage, la satisfaction émotionnelle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie de m'avoir écouté. Vous en saurez plus en vous connectant au site reflex.org parce que dans l'espace blog, à chaque fois que je fais un épisode de podcast, je fais, alors une semaine après en général, un article où je mets un certain nombre d'informations écrites concernant le réflexe que je viens d'évoquer, plus cet épisode de podcast que vous êtes en train d'écouter, plus des vidéos qu'on a faites sur YouTube qui montrent soit comment observer le réflexe, soit comment remodeler le réflexe, soit des activités en lien avec le réflexe. Donc je vous encourage vivement à faire ça, à aller regarder sur le blog de reflex.org. Et puis évidemment, si vous voulez en savoir vraiment beaucoup, beaucoup plus sur les réflexes, la manière de les intégrer et mille autres choses, parce que l'IMP, c'est pas que les réflexes, eh ben, inscrivez-vous à une formation, l'alphabet du mouvement étant la première formation en intégration motrice primordiale. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous.